ayahuasca me solcimos y sai pum de mariri, ayahuasca me solcimos y sai pum de mariri, ananaina naina naina, ededina dina naina, ananaina naina naina, ededina dina naina, ededina dina naina, ededina dina naina. Je pense que le thérapeute ancestral abordait les questions physiques, mais aussi les questions psycho-affectives, contexte, et aussi existentielles. Bon. Donc, en étudiant la médecine traditionnelle comme médecin, pour moi, c'est simplement récupérer, disons, des dimensions qui ont été oubliées, mais qui existaient avant. Donc, la fonction du médecin, du thérapeute, on va dire, peut être une fonction sacerdotale, au sens fort du terme, pas dans le sens de se prendre pour un prêtre, mais dans le sens d'exercer la fonction sacerdotale, qui est une fonction de reliance avec le monde spirituel et le monde du sens. Ça fait même partie vraiment de la fonction thérapeutique. Alors, évidemment, dans le monde occidental, où tout s'est fractionné en hyper-spécialités extrêmement pointues, ça devient difficile. Mais dans la mesure où il y a vraiment un besoin chez les patients, chez les personnes simplement, que soit pris en compte l'ensemble de leurs problématiques, l'ensemble de leur vie. Et d'avoir affaire à une approche qui soit plus complémentaire, holistique, hein, qui prenne en compte toutes les dimensions de l'être. Je pense qu'il y a besoin de retrouver le thérapeute au sens fort du terme. Bon, moi j'aime pas trop le médecin chaman parce que je pense que je suis pas chaman, prêt à confusion, surtout dans l'utilisation qui en est faite actuellement. Disons, un médecin qui a étudié la médecine traditionnelle et qui les pratique en plus, donc fonction de guérisseur si on veut. Bon, moi je suis médecin formé classiquement, en médecine officielle, allopathique, avec des spécialités aussi. Et c'est en venant au Pérou pour faire mon travail de coopération technique dans le cadre du service militaire que j'ai découvert la médecine traditionnelle, puisque j'étais en charge d'un petit hôpital et avec très peu de moyens, donc on a commencé à travailler avec des guérisseurs, avec des rebouteux, avec des sages-femmes, avec ce qu'on appelle les tradipraticiens, donc des gens de médecine traditionnelle dans les Andes. Et ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, parce que j'ai vu que c'était des gens qui étaient sérieux, qui étaient honnêtes, et qui faisaient un travail remarquable avec des résultats cliniques qui étaient étonnants et inexplicables, selon les concepts occidentaux. Donc c'est ça qui m'a intéressé, puisque j'ai travaillé avec eux, et d'essayer de voir comment est-ce qu'ils avaient appris, comment ils procédaient, etc. Et au cours des entretiens que j'ai eus avec ces personnes-là, ce qui ressortait, c'est qu'ils avaient une source de connaissances qui n'était pas une source de connaissances rationnelles. Ça venait même pas de leurs grands-parents ou des ancêtres. C'était des connaissances directes qu'ils avaient acquises dans des états modifiés de conscience. En l'occurrence, par exemple, la sage-femme, elle avait été foudroyée par un éclair lors d'une tempête, et elle a perdu connaissance. Elle s'est réveillée au bout de quelques jours, sortie du coma, on va dire, et elle savait guérir. Et effectivement, elle le faisait, elle guérissait. Et elle pouvait prédire à l'avance quel type d'accouchement il y aurait, si ce serait un garçon, si ce serait une fille, s'il y aurait des rétentions du placenta. Enfin, elle avait une connaissance que j'ai pu vérifier. Donc, cette source de connaissance, d'où vient cette connaissance? C'est une connaissance donc, qui n'était pas transmise par voie orale, directe, mais qui venait, selon ces personnes, donc du monde invisible, du monde des esprits, on pourrait dire de l'inconscient profond, si on veut, enfin, en tous les cas, d'une source qui était non visible et qui cependant était efficace. Et ça, je pense que la formation clinique en médecine nous enseigne d'abord ça, c'est-à-dire à partir des faits et à constater que s'il y a quelqu'un qui va mal et qu'il y a une intervention d'un thérapeute, quel qu'il soit, et ensuite cette personne la guérit ou va mieux, bon, il y a une action qui est efficace. Et une fois, ça peut être le hasard, 10 fois, 100 fois, c'est plus le hasard, c'est qu'il y a vraiment une connaissance.
Alors cette connaissance n'était pas accessible a priori à quelqu'un comme moi, un occidental, formé classiquement. Et donc cette espèce de hiatus ou d'angle aveugle qui faisait que je n'avais pas accès à ces connaissances puisque ça n'appartenait pas à mon champ de connaissances, au cadre conceptuel dans lequel j'avais étudié, ça m'a intrigué puisque la réalité est une. Et de manière évidente, ce n'était pas simplement un phénomène culturel, c'est-à-dire que, comme on l'explique souvent, un phénomène de suggestion, les gens y croient, alors ça marche. Non. Il y avait des cas où, par exemple, un enfant qui est dans le coma, il n'y a pas de phénomène de suggestion, et cette personne pouvait l'en sortir. Donc il y avait à l'évidence une connaissance qui était efficace, qui ne résultait pas simplement d'un contexte culturel, même si ça s'exprime forcément dans un contexte culturel, mais qui était transculturel. Donc ça m'a intéressé et j'ai essayé de voir si c'était possible d'y accéder. Et en fait, les guérisseurs m'ont dit que oui, c'était possible. Simplement, il fallait faire un processus qui consistait, entre autres, à rentrer dans des états modifiés de conscience, que c'est dans cette conscience modifiée que l'on pouvait accéder à ces espaces, on va dire ça comme ça, où il y avait donc un savoir qui n'était pas accessible d'une autre manière. Donc, évidemment, ça c'était faire un grand pas pour un occidental de se risquer à perdre l'objectivité dont on est supposé être imprégné et d'engager sa subjectivité. Donc finalement ça s'est manifesté par un projet de recherche que j'ai élaboré pour venir dans la partie plutôt amazonienne, en haute Amazonie péruvienne, pour différentes raisons, et où j'ai pris connaissance que les guérisseurs ici utilisent surtout des plantes, pas que des plantes, mais pas mal de plantes. Il y a aussi des techniques qui sont sans plantes. Par exemple, il y en a certains qui travaillent avec l'eau de la rivière, et de mettre à l'école de ces guérisseurs. Voilà, de leur dire, voilà, je vais apprendre, est-ce que je peux apprendre? Si oui, eh ben, montrez-moi, enseignez-moi. Et en mettant de côté transitoirement ma rationalité, parce que sinon, il y a énormément de résistance qui surgissent à ce moment-là. Faire le processus tel qu'ils me le disent, c'est les spécialistes, c'est les connaisseurs, et puis arrêter de temps en temps, tous les 6 mois, pour faire le point et dire ouais, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai avancé, est-ce que j'ai appris quelque chose, est-ce que c'est utile, Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en 1986 à mettre à l'école des guérisseurs de la haute Amazonie péruvienne, dans la région où je vis maintenant, qui est la petite ville de Tarapoto, donc dans les contreforts de l'Amazonie, des Andes qui descendent sur l'Amazonie, et puis après ça s'est étendu dans d'autres régions du Pérou et même dans d'autres régions d'Amazonie, dans des pays voisins, au fur et à mesure des rencontres, pour explorer donc ces profondeurs de l'inconscient, mais qui n'est pas qu'un inconscient personnel, qui est aussi donc un accès à un inconscient collectif, et puis aussi à des dimensions du réel, qui sont des dimensions extérieures à l'être humain, mais qui sont tout à fait réelles, bien que non visibles immédiatement, mais elles sont accessibles, effectivement. Donc la leçon ou le conseil des guérisseurs, c'est, eh bien, tu vas prendre des plantes, mais ces plantes-là doivent se prendre dans un contexte très spécifique, avec des règles précises, des règles alimentaires, des règles sexuelles, des règles d'isolement, ne pas utiliser de parfum, utiliser du tabac. Moi, je n'étais pas fumeur et il a fallu que j'apprenne à fumer, paradoxalement. Et voilà, donc ça pas simplement des plantes avec un effet moléculaire, mais c'est un contexte, tout un corps de connaissances, un corpus très complexe, très élaboré, qui date depuis des millénaires et qui s'est avéré effectivement très efficace. Donc c'est supposé pour un occidental de faire sortir d'un paradigme ou d'un cadre conceptuel très structuré et de passer dans un autre espace conceptuel complètement différent. Donc évidemment au départ c'était un petit peu le grand écart parce que c'était 2 mondes ou deux manières de concevoir le monde, le réel, la vie, tout à fait différentes a priori. Bon, avec le temps en fait les choses se sont un petit peu rassemblées et unifiées, même si c'est pas encore du 100% je pense. Et de voir la cohérence de ces pratiques, de ces médecines. Ce sont des médecines, ce sont des savoirs qui dépassent le contexte simplement de la santé, et qui en plus sont cohérents avec des connaissances scientifiques modernes très avancées. Donc il y a une espèce d'unification qui est possible, et c'est un peu la fonction qui est
la mienne ou celle du centre Takiwasi que je dirige, d'essayer de faire la jonction, une passerelle entre ces connaissances, ces savoirs, ces univers conceptuels pour trouver où l'articulation, où se fait la jointure et où il est possible d'utiliser de manière cohérente ces deux médecines qui ne s'opposent pas, qui au contraire se complètent. Donc très vite les expériences initiales m'ont amené à découvrir que oui, il était possible pour un occidental d'accéder à ces savoirs, à la condition de respecter un certain nombre de règles, et que ces savoirs, entre autres choses, possédaient une expérience, une expertise, on va dire, extrêmement fine sur les états modifiés de la conscience. Alors, il se trouve que cette région où je vis est une région qui était à l'époque, dans les années 90, la première zone de production de feuilles de coca et des dérivés de la feuille de coca, la cocaïne. Et donc le problème de l'addiction est un problème de dépendance, un problème qui était présent dans la région, puis évidemment présent au niveau mondial. Et curieusement, donc dans la même région où se produisait, on utilisait la coca pour la médecine, pour des soins. Les guérisseurs l'utilisent parce que c'est une plante médicinale avant tout. Dans la même région, on utilise aussi la coca pour induisant finalement des toxicomanies, des maladies, des pathologies. Donc la même plante utilisée de manière différente, dans un cas servait à guérir et dans l'autre cas à empoisonner. Ce qui fait que les usages se révélaient comme étant la source fondamentale des résultats positifs ou négatifs, et qu'il fallait sortir de la projection très occidentale sur les objets. La coca c'est toxique, ce qui est une formulation qui est impropre au niveau scientifique, puisque la toxicité ne s'attache pas à l'objet, mais s'attache aux usages qui en sont faits, dans quelles conditions, dans quelle dose, par quelle voie d'ingestion, avec quel sujet, quel type de personne, etc. Et donc il fallait aller voir ce qui se passait derrière, c'est-à-dire dans les usages. Et dans cet regard-là, il ne s'agit pas simplement d'une question pharmacologique, c'est-à-dire à savoir des doses ou des quantités ou des modes de préparation qui sont évidemment aussi un facteur, mais il s'agit d'un maniement énergétique. Alors bon, voilà. Donc on introduit le mot énergétique, ce qui est complexe parce que ça recouvre beaucoup de choses, mais on se retrouve fréquemment, quand on va aborder les médecines traditionnelles, face à des événements, à des concepts qui n'ont pas leur correspondance dans la langue occidentale. Donc on est amené à utiliser des néologismes ou des à peu près, ou s'approprier des mots dans différents espaces, et qui sont donc pas tout à fait exacts et précis, mais enfin qui permettent là encore de faire la traduction. Donc le concept que le corps n'est pas simplement un corps physique, corps moléculaire, mais aussi un corps énergétique. Ça c'est déjà plus facile à comprendre puisque maintenant on peut le filmer, on peut le photographier, on peut le visualiser, donc c'est plus de l'ordre de la supposition. Et on sait que nous sommes un corps aussi énergétique, il suffit de se mettre les doigts dans la prise et on peut le constater assez vite. Mais en plus de ça, il y a aussi une autre dimension qui est le corps spirituel, donc ce qui est encore plus complexe à percevoir pour un occidental, bien que dans la tradition occidentale judéo-gréco-chrétienne, c'est un concept qui est tout à fait présent. Dans la modernité, il a été évacué, il a été oublié, et considéré comme inexistant, ou comme une croyance, une légende. Donc les guérisseurs peuvent agir sur le corps physique, comme le fait la médecine occidentale, mais aussi sur le corps énergétique. Et ça peut se voir, ça peut s'observer cliniquement, donc c'est pas simplement une vue de l'esprit. Et puis aussi sur le corps spirituel, c'est-à-dire sur ce qui touche au sens des choses, au sens de la vie, et qui est aussi inscrit dans notre corps, dans notre incarnation. Et ça, c'est une chose aussi qui peut s'observer cliniquement. Donc c'est une médecine qui est extrêmement complexe et qui embrasse beaucoup plus que la médecine occidentale. Ce qui fait qu'un certain nombre de problématiques non résolues, qui ne peuvent pas se résoudre simplement sur le plan organique, physique, comme le fait la médecine occidentale, trouvent leur réponse à un niveau plus subtil qui est le niveau énergétique,
c'est-à-dire le niveau atomique. La médecine occidentale s'intéresse au niveau moléculaire, point. Bon. La médecine énergétique touche déjà à quelque chose qui est de l'ordre atomique. On est dans un niveau submoléculaire. Hein. C'est par exemple ce qui se passe en homéopathie, en acupuncture, qui sont utilisés beaucoup en Occident, mais non reconnus officiellement, parce que ça casse le paradigme classique. Mais il y a aussi un autre niveau qui est un niveau subatomique ou quantique, hein, et où ont lieu les phénomènes de la conscience. C'est aussi à ce niveau-là qu'intervient le guérisseur ou le chaman, comme on dit maintenant, hein, pour agir sur la conscience, la modifier, l'amplifier, la corriger, etc. Donc il y a 3 niveaux, de plus en plus profonds, de plus en plus élevés, comme on veut, et qui travaillent de manière simultanée. Alors qu'est-ce qui permet de passer d'un niveau à un autre? C'est essentiellement le contexte rituel. Le contexte rituel permet de solliciter par exemple une plante à une structure moléculaire, physique, bon ça je pense que tout le monde est d'accord, mais aussi une structure énergétique. Donc on peut le photographier avec le système Kirlian ou le système GDV, on peut mettre en évidence ces choses-là. Il y a un corps énergétique de la plante, mais il y a aussi un corps spirituel. Alors ça c'est plus visible que pour l'instant, on ne peut pas le mettre en évidence de manière scientifique directement. Peut-être par les études épidémiologiques et par des études d'évaluation, comme on essaie de le faire ici, mais qui peut être visualisé à travers les états modifiés de conscience. Et donc à ce niveau subatomique. Donc, la médecine, le rituel va permettre de solliciter en quelque sorte la plante non seulement au niveau moléculaire, mais au niveau énergétique et au niveau spirituel. C'est-à-dire que chaque plante est dotée d'un corps physique, d'un corps énergétique et d'un corps spirituel. Et le rituel est une technologie du sacré, c'est extrêmement rigoureux et précis, c'est pas simplement, comme souvent on le pense en Occident, créer un contexte sympathique, de relaxation, mettre une ambiance. Non, c'est une technologie très spécifique, très rigoureuse, et qui s'attache, enfin suit les lois du symbolisme universel. Donc il faut connaître ces lois-là, ce qui est très complexe. Alors là encore, la tradition occidentale connaissait ces choses-là. Mais à partir on va dire du XVIe siècle, où la Renaissance, on commence à rentrer dans une pensée rationnelle ou rationaliste plus exactement, parce que ça ne s'oppose pas à la raison, mais si ça s'oppose à la rationalité, au rationalisme, c'est-à-dire à une tendance hégémonique de la pensée rationnelle qui voudrait tout couvrir. Or, il y a des choses qui échappent à la pensée rationnelle occidentale classique, c'est-à-dire pensée linéaire, causaliste, qui est un paradigme qui fonctionne pour un certain nombre de choses, mais qui ne fonctionne pas à ces niveaux-là. Donc il faut ouvrir le paradigme à d'autres dimensions qui sont transrationnelles, pas irrationnelles, transrationnelles. C'est-à-dire qu'elles ont elles ont une logique, elles ont une cohérence, mais qui n'est pas la logique et la cohérence du monde moléculaire. Donc ce sont des logiques différentes, qui ne se contredisent pas, mais sont des niveaux différents. Bon. Donc il faut placer les choses au bon niveau, et le rituel permet de faire cela, c'est-à-dire de solliciter en quelque sorte la plante au niveau de son corps physique, au niveau de son corps énergétique, au niveau de son corps spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, la cosmovision d'un Indien, mais qui n'est pas spécifique, et là c'est pas un phénomène culturel, maintenant je peux le dire comme ça, c'est un phénomène universel, on retrouve dans toutes les traditions. Il n'y a que la modernité qui a supprimé ça, c'est-à-dire que c'est le seul espace dans toute l'histoire de l'univers, le seul espace qui a décidé que ça n'existait pas. On voit les conséquences, puisque c'est par exemple au problème de toxicomanie, eh bien il y a une inefficacité absolument, j'allais dire spectaculaire, des médecines occidentales pour traiter la toxicomanie. Les résultats sont d'une médiocrité dont on a honte et dont les chiffres ne sont même pas publiés. On fait des rapports d'activité, mais on attend de voir les résultats à long terme du traitement des toxicomanes Donc c'est très mauvais comme résultat, parce que ça ne touche pas simplement le problème physique, c'est-à-dire une intoxication avec des substances, mais ça touche la question émotionnelle, psychologique, donc une dimension énergétique, encore une fois, et ça touche aussi la question du sens de la vie, du sacré, donc une dimension spirituelle. Donc, le problème de la toxicomanie, voilà une pathologie, une manifestation qui est une perturbation physique, psychique, psychoaffective et spirituelle. Donc si on travaille qu'au niveau physique, bon, on fait une désintoxication, ça résout le problème et j'en rechute. Parce que la racine du problème n'est pas simplement dans des substances, mais dans des problèmes, des blessures affectives, émotionnelles, psychologiques, et
dans des questions plus profondes encore, qui sont celles du sens de la vie. Pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, pourquoi je souffre, qu'est-ce que j'ai hérité de mes parents, etc. Donc tout ce questionnement, et tant qu'il n'est pas touché, on ne peut pas résoudre ces problèmes-là, ou très mal en tous les cas. Donc, la toxicomanie, le problème des dépendances, était un espace, disons, tout à fait adéquat pour montrer que ces médecines-là, traditionnelles, amazoniennes, avaient des potentialités et dont les résultats supérieurs, largement supérieurs à ce qui se fait dans le monde occidental. Donc l'idée était de créer des faits, puisque la science s'intéresse aux faits, de montrer factuellement qu'effectivement c'est possible de traiter les toxicomanes avec de meilleurs résultats que dans un processus classique conventionnel occidental. Donc voilà, créer des faits, parce que ça c'est incontournable, ou alors on est de mauvaise foi. Et ce, dans une région précisément qui est une région où il y avait la production de drogue, donc des gens qui consommaient. Donc le centre Takiwasi est un centre qui se propose de démontrer, un centre pilote, qu'en élaborant un protocole thérapeutique qui associe la médecine occidentale, parce qu'on fait aussi des examens médicaux conventionnels, ça ne rejette pas la médecine occidentale, elle couvre ce spectre, disons, de la moléculaire organique qui existe évidemment, qui est important, qui est à prendre en considération, mais en incluant par la médecine traditionnelle cette autre dimension énergétique et spirituelle, il était possible d'avoir des résultats nettement meilleurs, et en plus avec des patients ou des sujets qui ne sont pas de la région, donc ne sont absolument pas inscrits disons, dans la culture locale, pour répondre, pour contourner ou répondre en tous les cas à cet argument qui est fréquemment sorti, et jamais démontré, mais enfin fréquemment sorti, que c'est culturel, les gens y croient, donc ça marche. Donc ici, il y a des patients qui viennent d'Europe, d'Amérique, d'Australie, et qui donc sont tout à fait ignorants des concepts de la médecine traditionnelle et de la cosmovision locale. Ça marche absolument pareil, de la même façon. Donc c'est absolument pas lié à un contexte culturel, puisque ça touche quelque chose qui est transculturel et qui est de l'ordre de l'humain, de l'ordre des invariants de l'humanité en général. Donc ce centre vise à ça, et ça fait maintenant 23 ans qu'on reçoit des patients toxicomanes. Et puis, autour de ce noyau principal de notre activité, un certain nombre de personnes non toxicomanes, ou en tous les cas dont ce n'était pas la problématique essentielle, ont souhaité aussi avoir des soins, répondre à des questions, à des problématiques psychologiques, affectives, ou des questions existentielles et spirituelles. Le sens de la vie, qu'est-ce que je fais dans ma vie, quelle est ma vocation, et donc un certain nombre de personnes se sont présentées. C'est devenu tellement important qu'on est amené à créer des espaces spécifiques pour ces personnes-là, qu'on appelle des séminaires, ou qu'on appelle des diètes. Les diètes, c'est un concept amazonien, pas simplement une diète alimentaire, mais c'est une utilisation des plantes dans un contexte qui comprend entre autres une diète alimentaire, mais ça, il y a aussi d'autres aspects, pour que ces personnes-là puissent expérimenter, vivre un processus et découvrir ou répondre à un certain nombre de questions sur leurs problématiques psychologiques, affectives et spirituelles, pas simplement organiques, et non liées à des problèmes de toxicomanie spécifiques. Voilà, donc peu à peu, ça s'est amplifié, ça s'est élargi par la demande qui s'est faite, et autour de ça, tout ce qui s'est greffé, des projets de recherche, beaucoup de stagiaires qui viennent ici de différentes universités, de différentes disciplines, la psychologie, la botanique. Voilà, ça a pris corps, parce que c'est une source d'exploration, c'est une médecine traditionnelle qui est considérable et qui est encore, dont on est juste en train de découvrir le b.a.-ba pour l'instant. Bon, les médecines traditionnelles de la haute Amazonie péruvienne utilisent beaucoup de plantes. On peut les classifier un peu, bon, c'est un petit peu artificiel, mais c'est une manière pédagogique, en 4 groupes. Donc les plantes qui sont des plantes d'abord de purification, de purgation, de nettoyage, plantes purgatives, c'est-à-dire des plantes émétiques, elles font vomir, elles provoquent de la diarrhée, des sueurs. Et ces plantes donc sont désintoxicantes, on va dire. Ça, c'est un premier groupe. Deuxième groupe qui sont les plantes
psychoactives, donc des plantes qui vont, ou visionnaires, des plantes qui vont modifier l'état de conscience et permettre aux personnes qui les prennent dans un contexte adéquat d'explorer leur intériorité. Donc on va dire descendre dans le subconscient et dans l'inconscient, hein, pour le dire un peu rapidement. Et puis des plantes qu'on appelle les plantes de diète ou les plantes maîtresses, qui sont des plantes qui ont des effets psychoactifs très modestes quand on les prend sans aucune préparation, mais qui dans un contexte très particulier, c'est-à-dire avec l'abstention de sel, avec un isolement dans la forêt, pas de parfum, une abstinence sexuelle, une alimentation précise, etc. Enfin, donc tout un ensemble de règles vont développer justement leur puissance psychoactive. Et il se trouve qu'il existe donc une grande quantité de ces plantes-là, et chaque plante a un effet spécifique, physique, psychique et spirituel, qui est toujours le même dans une structure précise. Ce qui permet d'avoir en quelque sorte comme un groupe de psychologues spécialisés, si on peut dire ça comme ça, qui vont permettre à chaque personne de travailler des choses précises. Par exemple, travailler leur peur. Il y a des plantes qui vont travailler la question de la peur. Il y a des plantes qui vont permettre de travailler la question du manque d'enracinement dans la vie, pour des gens qui ont tendance un petit peu à être dans les nuages, ou au contraire, des gens qui sont trop dans la matière, qui ont du mal à porter leur regard un petit peu au-delà sur des questions de sens de vie. Il y a des plantes pour ça. Des gens qui sont trop rigides, ça va les assouplir. Des gens qui sont trop flexibles et amorphes, ça va au contraire les structurer. Voilà, donc il y a vraiment toute une... Et c'est une découverte extraordinaire, ça, des médecines traditionnelles, parce que c'était presque impensable pour un occidental que des plantes puissent avoir un effet psychothérapeutique, hein, par elles-mêmes. Hein. Ça, c'est une chose absolument sidérante, à chaque fois qu'on peut observer ces mécanismes-là, comment ça fonctionne. Puis il y a un quatrième groupe de plantes qui sont les plantes qu'on appelle ici plantes de contention. Ce sont des plantes qu'on prend au jour le jour pour différentes problématiques, depuis les plus physiques jusqu'aux problèmes les plus spirituels, si on veut, mais qui se prennent à petite dose, hein, dans une durée assez longue. Alors le modèle des médecines traditionnelles amazoniennes passe toujours par d'abord la purgation, qui est considérée comme fondamentale dans la mesure où le corps est désintoxiqué, où le corps est propre. Tous les mécanismes, non seulement physiques, mais encore une fois énergétiques et spirituels, vont aller mieux. Donc dès qu'on va se nettoyer vraiment de manière assez puissante, parce qu'il y a des purges ou qui sont très, très fortes, les gens vont mieux. Même psychiquement, même spirituellement, tout s'éclaircit, les circuits neuronaux fonctionnent mieux, la connexion avec le monde spirituel se fait de manière plus facile, etc. Donc la question de la purgation, hein, de la purification, en fait, qu'on trouve d'ailleurs, par exemple, dans la tradition chrétienne, simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des choses... la première étape dans la voie mystique, c'est la voie de la purification, d'abord. Hein. Après, il y a la voie unitive, illuminative et unitive. Bon. Mais la première, c'est la voie de la purification, du nettoyage. Donc, ce n'est pas quelque chose tout à fait étranger à notre culture, simplement, on l'a un peu oublié. Bon. Donc, il y a d'abord la purification. Ensuite, la deuxième partie qui est, une fois qu'on est un peu purifié, qu'on explorer son intériorité, le monde intérieur de chaque personne. Hein. Donc ça, c'est les plantes psychoactives ou visionnaires, qu'on appelle souvent plantes hallucinogènes dans la tradition médicale, qui est un mot complètement inadéquat, puisqu'il ne s'agit pas d'hallucination. L'hallucination, c'est une falsification des sens qui fait percevoir des choses qui n'existeraient pas. Donc là, c'est une hallucination. Or, dans lutter sur les plantes visionnaires, il y a une visualisation, effectivement, de choses qui n'existent pas sur le plan physique, mais qui existent sur le plan psychique, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc il y a un objet psychique qui sous-tend la vision. Par exemple, si on a une peur intense, comme un enfant qui fait un cauchemar, on peut le visualiser sous la forme d'un monstre. Le monstre n'existe pas physiquement, matériellement, mais il existe comme objet psychique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un substrat qui est la peur, et en plus qui peut se décliner de manière très précise. Hein, ça peut être la violence, ça peut être la peur de la violence, ça peut être la peur de l'abandon, et ça va se manifester dans la forme du monstre, dans les manifestations visionnaires. Donc avec de l'habitude, de l'expérience, on peut distinguer de quoi il s'agit, quel est le substrat psychique qui est derrière cela. Donc il y a une cohérence, ce n'est pas une vision sans aucune connexion, sans aucun sens, il y a toujours un sens derrière. Et puis, il y a pu y avoir ensuite des visions d'ordre spirituel. Donc là, ça fait partie de l'expérience mystique, c'est-à-dire
rentre en contact avec le monde spirituel qui se manifeste et qui peut se révéler dans certaines conditions, avec lesquelles on peut rentrer en contact comme par une mise à disposition de l'aide. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer, puisque c'est lors de la révélation on peut se mettre dans une disposition de recevoir une révélation, ce qui est très différent de pratiques occultistes ou spiritistes qui vont chercher, qui provoquent et qui sont intentionnellement dans la quête, dans l'appropriation. Là, il ne s'agit pas d'appropriation, il s'agit d'une mise à disposition de manière à pouvoir recevoir dans les meilleures conditions possibles ce qui peut nous être donné par le monde spirituel, qui est un monde réel, un monde effectif, un monde vivant, qui évidemment n'est pas très dans la modernité, mais c'est tout simplement une observation que tout le monde peut faire si on s'en donne si on en a l'honnêteté et la sincérité, on se donne le travail de le faire. Donc c'est vérifiable. Et puis il y a donc ce processus d'abord purification, exploration, visualisation du monde invisible, aussi bien intérieur, inconscient, subconscient, etc., qu'extérieur. La création qui est habitée non seulement d'êtres physiques que tout le monde connaît, les arbres, les oiseaux, la nature, les astres, etc., mais toutes ces entités-là, tous ces objets de la nature, tous ces individus de la nature ont aussi une dimension spirituelle qu'on peut visualiser, avec laquelle on peut rentrer en contact. Donc une intelligence et une conscience qui habitent tout l'univers, et l'enseignement des médecines traditionnelles, c'est ce monde de la création, monde invisible qui sous-tend la création, et le monde des esprits lui-même qui va enseigner aux guérisseurs. C'est quelque chose qui casse tout à fait les schémas qui sont nos schémas occidentaux. C'est pas un savoir par accumulation, c'est pas un savoir livresque, oral, c'est un savoir de révélation individuelle puis collective, et qui est très spécifique pour chaque personne. Chaque guérisseur aura son propre information, son propre révélation, art, il va lui révéler ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, comment il doit le faire. Donc c'est très très précis, très spécifique. Et donc ce processus-là est le processus qui est utilisé par les Indiens pour l'initiation. On s'initie, en particulier l'adolescence, il y a différentes phases initiatiques, selon les tribus, selon les groupes ethniques, mais en gros, disons qu'il y avait toujours, en tous les cas, des rites de passage au moment de l'adolescence ou de la puberté, pour passer de l'état de l'enfance à la vie adulte, puisque l'adolescence est une création moderne occidentale qui n'existe pas dans les traditions ancestrales. Donc il y avait un rite de passage, et dans ces rites de passage, une confrontation de l'enfant, du jeune, aux limites extrêmes de sa vie, c'est-à-dire la mort physique et la folie. Voilà. Quand on touche ces limites-là, quand on vit des expériences initiatiques où on touche ces deux extrêmes, la mort physique, la mort psychique, on va dire, ou la mort spirituelle, là on est au cœur des choses, on va directement à l'essentiel. Hein. Qu'est-ce que je fais là, qui je suis, qu'est-ce qui me sert de support. Et donc ça amène à des vécus extrêmement intenses où la vie prend sens, parce que du coup là, il y a une révélation du monde spirituel qui se fait. Et après ces expériences-là, l'enfant, le pubère, rentrait dans la vie adulte en connaissant sa vocation, ce à quoi il était appelé. Hein, alors est-ce que ce serait un artisan, est-ce que ce serait un chasseur, est-ce que ce serait un guérisseur, est-ce que ce serait, etc. S'identifier dans la communauté humaine, c'est-à-dire un homme ou une femme. Hein, j'appartiens au groupe des hommes, j'appartiens au groupe des femmes. Voilà. Donc se situer socialement, se situer par rapport à soi-même, se situer par rapport à la création, au divin. Donc c'est un passage de sacralité qui a été évacué dans la société occidentale. Ces rites de passage ont été supprimés, n'existent plus. Donc un jeune adolescent de la société occidentale doit se débrouiller tout seul, s'auto-initier comme il peut. Alors, ce sera par internet, ce sera avec fumant un joint, ce sera voilà, il fait ce qu'il peut avec les copains, etc. Donc souvent mal et souvent évidemment mal guidé, sans contrôle, sans personne devant ou à côté pour le soutenir. Donc ça peut se passer très mal. Donc la toxicomanie, en gros, c'est un phénomène tout à fait occidental. Ça n'existe pas dans une société traditionnelle. Aucune société traditionnelle ne connaît la toxicomanie, sauf depuis le contact avec les Occidentaux. Mais avant l'arrivée des Occidentaux, il n'y a pas de phénomène massif de toxicomanie. C'est décrit dans aucune littérature anthropologique. Les anthropologues, les ethnologues, ou les premiers conquistadores, ceux qui sont venus ici, ne décrivent absolument pas, que ce soit en Amérique du Sud ou ailleurs,
de phénomènes collectifs comme ça, de dépendance et d'addiction, comme on les trouve, alors qu'ils connaissaient très bien l'existence de substances, ils connaissaient l'alcool, ils connaissaient... Bon. Donc il y avait une maîtrise des états modifiés de conscience qui se faisait dans certains cas, dans des situations très précises, dans des fêtes, dans des initiations, dans des rituels, mais qui n'était pas un phénomène, comme nous on le connaît dans la société occidentale, permanent de dépendance au sucre, à Internet, au sexe, à l'argent, à la vente, à l'achat, au jeu, etc. Donc le phénomène toxicomanie est un phénomène qui naît et qui est propre à la société occidentale. Ça c'est très important parce que on fait comme si on ne voulait pas le voir, mais c'est une première chose qu'il faudrait regarder, c'est que c'est propre à la structure et au paradigme occidental. Donc il faut quand même poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas dans ce paradigme? Bon, ce qui ne va pas, je pense, c'est la désacralisation, c'est-à-dire qu'une négation de la dimension spirituelle, et les gens se mettent en quête, et bon, ben, comme on dit, les paradis artificiels, traditionnellement, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a dans la recherche, dans la consommation de drogue, ben, il y a la recherche de réponse à quelque chose d'autre, on ne sait pas trop quoi, mais qui est par là, et donc voilà, on fume un peu de cannabis, puis on se dit, oh, on sent des choses qu'on n'a pas senties, on perçoit des sensations, on se dit, mais il y a autre chose. Évidemment, ces quêtes-là sont erratiques, sont mal conduites, et souvent ça se termine mal, pas toujours, mais souvent. Et donc il s'agirait de reprendre, en fait, l'induction de la modification de la conscience dans un contexte contrôlé, guidé, préparé, accompagné. C'est ce qu'on essaye de faire ici, au centre Takiwasi, en reprenant exactement tous les pas qui sont ceux de l'initiation indienne. Purgation, état modifié de conscience, conduit, guidé, etc. Enseignement avec les plantes maîtresses, qu'on appelle maîtresses parce qu'elles enseignent. Et tout ça dans un contexte où il y a un accompagnement psychothérapeutique, médical, conventionnel, spirituel, etc. Donc tout ce processus-là reprend, en fait, on n'a rien inventé, on a repris ce que faisaient les Indiens en l'adaptant au contexte moderne, au type de personnes qui viennent ici et qui sont plus ou moins occidentalisées. Bon. Donc ce qui se passe dans les séminaires qui sont beaucoup plus courts, de 2 semaines, mais c'est la même chose. On va reprendre exactement les 3 mêmes phases, c'est-à-dire purgation, état modifié de conscience et enseignement par les plantes maîtresses, hein, sauf que c'est dans un temps extrêmement court et intense pour des gens qui viennent pour des questions précises, hein, pour répondre à des questions précises. Donc en quelque sorte, nous avons essayé de reprendre tout simplement ce que faisaient les traditions amazoniennes, indiennes, en les adaptant à des sujets occidentaux-occidentalisés, et avec les conditions qui sont, les gens sont pressés, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ne peuvent pas se permettre de passer 3-4 ans à faire des initiations, il faut qu'ils travaillent, etc. Voilà. Mais disons que le principe est le même. Moi, je pense que les savoirs accumulés par les guérisseurs ou par les sociétés traditionnelles, de manière empirique depuis des millénaires, on a toujours intérêt à les prendre en compte. Parce que si les gens répètent depuis des centaines d'années que ça fonctionne comme ça, il faut avoir une arrogance telle que l'arrogance occidentale pour penser que ces gens-là sont des primitifs qui ne connaissent pas grand-chose, ils ne savent pas lire ni pas écrire, donc ce qu'ils disent, c'est un peu, tout ça, c'est comme on le dit, beaucoup en anthropologie, la pensée magico-religieuse, hein, qui est une façon très élégante de dire, bon, voilà, ils sont un peu dans la légende, quoi, etc. Ça, c'est un grand mépris des Occidentaux, parce que les gens qui vivent dans l'Amazonie, les Indiens, sont des gens extrêmement pragmatiques d'abord, beaucoup plus pragmatiques et beaucoup moins perdus dans le mental que les Occidentaux. Parce qu'ils affrontent des serpents, ils affrontent les dangers de l'Amazonie, il faut avoir les pieds sur terre et être vraiment présent à ce qui se passe et connaître tout ça. C'est des gens très pragmatiques. Donc tout ce qu'ils disent, on a intérêt à le prendre comme un savoir, ce qu'ils disent de manière collective. Si une personne dit quelque chose, on peut se poser des questions, mais quand il y en a 10, 20 et que ça fait des centaines d'années, ou alors il faut penser que ces gens sont complètement des débiles mentaux, qui n'ont rien compris à la vie. Simplement quand même, ils survivent depuis des années en équilibre avec la nature et
Ils ont montré que dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, regardez ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent ou ce qu'ils formulent autour de ces connaissances-là, c'est dans un langage qui est un langage qui n'est pas le nôtre. Alors, c'est pas parce que c'est pas le nôtre qu'il n'est pas compréhensible. Nous, on fonctionne avec le cerveau gauche, qu'on entraîne beaucoup. On parle en catégories, en sous-catégories, on analyse, on catégorise, on systématise, on classifie. Ça, c'est la pensée, c'est les fonctions du cerveau gauche qu'on développe beaucoup dans l'éducation occidentale. Au détriment du cerveau droit, c'est-à-dire les fonctions intuitives, de perception directe, affective, symbolique, métaphorique, donc qui s'expriment dans un langage qui est un langage autre, qui est un langage poétique, métaphorique, symbolique. Hein, donc ce sont les paraboles, ce sont les contes, ce sont les légendes, ce sont les images. Ce langage-là n'est pas un langage moins précis que le langage occidental. C'est parce que nous, on ne le connaît pas qu'on pense ça, parce que pour nous, c'est un petit peu flou, on n'a pas beaucoup de repères là-dedans, donc mais c'est extrêmement précis. Donc il faut pouvoir faire la traduction. Par exemple, les Indiens utilisent des inhibiteurs de monamine oxydase dans des plantes depuis au moins 3-4 000 ans. C'est-à-dire qu'ils connaissent cette famille pharmacologique, qui sont des antidépresseurs, ils les utilisent depuis des milliers d'années. Nous, les Occidentaux, on connaît ça depuis 60 ans. Simplement, eux, ils ne vont pas dire inhibiteur de monamine oxydase. C'est pas comme, leur langage n'est pas un langage chimique, moléculaire. Ils vont parler des effets sous forme imagée. Mais l'image n'est pas moins précise, ce sont des images très précises. Et ils le démontrent puisqu'ils, dans les faits, ils le connaissent. Et dans les faits, ça fonctionne. Et maintenant, on peut même le démontrer, pour la nécessité occidentale, de démontrer que, bah oui, effectivement, ce sont vraiment des antidépresseurs. Donc, une première constatation, c'est que ces gens-là connaissent les antidépresseurs, par exemple, c'est un exemple que je donne entre autres, depuis des milliers d'années, que nous, on découvre récemment, il y a quelques dizaines d'années, avec la chimie et la pharmacologie. Donc ça s'appelle quand même un petit peu l'humilité. Et donc il faut sortir, et c'est une des problématiques difficiles de cette rencontre entre le monde occidental et le monde des Indiens, c'est que nous avons déterminé que l'objectivité, être objectif, c'est la condition sine qua non de la connaissance. Alors ça fonctionne dans le modèle occidental pour un certain nombre de choses, effectivement. Mais on sait que c'est faux. Ça va bien pour faire fonctionner une voiture. Mais dès qu'on va toucher les questions psychiques ou les questions spirituelles, ça ne fonctionne absolument pas. Parce qu'on n'est pas dans le même catégorie, même registre. Et la médecine, la science occidentale, maintenant, en physique quantique ou en la théorie de la relativité, puis beaucoup d'autres théories contemporaines, comme la théorie du chaos, ou comme les champs morphogénétiques de Sheldrake, montrent qu'il y a d'autres manières de comprendre la réalité qui incluent des dimensions qui ne sont pas strictement causalistes. On sait qu'on ne peut pas être un observateur neutre d'une expérience, que l'observateur est inclus dans l'expérience, de fait. Donc le simple fait d'observer quelque chose déjà modifie, incorpore, disons, l'observateur. Donc ça, c'est ce que disent les guérisseurs depuis longtemps. Ils ne le disent pas dans les mêmes termes. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience, c'est-à-dire la reproductibilité qui est exigée par la science occidentale, elle ne peut pas se faire telle qu'elle dans un domaine qui n'est pas du strictement reproductible. Puisque les phénomènes psychiques et spirituels sont toujours nouveaux. La vie ne se répète jamais stricto sensu, ne se répète jamais de la même façon. Tout est toujours nouveau. Alors bon, à grandes lignes, oui, mais ça c'est les grandes lignes. Mais dès qu'on veut rentrer dans la subtilité, dans la complexité, une pensée complexe, comme dit Edgar Morin, ou dans les subtilités de la conscience, ou du spirituel, évidemment, ces instruments grossiers ne fonctionnent plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire qu'ils s'appliquent à un certain espace, dans certaines conditions, et là ça va très bien. Mais dès qu'on les transpose ailleurs, ça ne va plus. Puisqu'ils ne prennent pas en compte un certain nombre de variantes qui sont présentes. Comme en science, dans tout protocole scientifique ne trouvera que ce qui est posé au départ, c'est-à-dire que ce qu'on cherche. Donc si on n'inclut pas, dès le départ, dans les protocoles scientifiques, des données qui ne sont pas les données classiques, par exemple,
voilà, les effets de la Lune. Est-ce qu'on prend en compte les effets de la Lune pour voir l'efficacité des médicaments? Non. Mais les Indiens, oui. Alors, on a aussi des croyances. Ben, expérimentons en prenant en compte les effets de la Lune. On va peut-être voir qu'il ne s'agit pas de croyances, que c'est vraiment une observation scientifique. Seulement, si on l'exclut dès le départ, évidemment, à la fin, au final, on ne va pas trouver les effets de la Lune sur les préparations médicales que font les Indiens avec les plantes. Les Indiens vont préparer un produit, un mélange de plantes, disons, un remède. Ils disent il faut le faire serenar, c'est-à-dire mettre exposé à la Lune pendant toute la nuit. Bon. Et le lendemain matin, il est différent. C'est un remède qui s'est potentialisé. Bon, sur le plan pharmacologique, on va trouver les mêmes molécules. Donc, pour la science occidentale, c'est la même chose. Parce qu'on ne va pas regarder ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau du spin, des atomes, des électrons. Voilà, il faudra aller beaucoup plus loin, approfondir sur ça. Alors maintenant, ça c'est possible. Il existe des instruments technologiques qui permettent cela, mais qui ne sont pas encore incorporés dans la science occidentale et encore moins dans la médecine. Toute la médecine biologique, comme on l'appelle maintenant, c'est un terme un peu vague, à mon sens, mais qui inclut toute l'utilisation d'instruments qui utilisent le laser et des méthodes très sophistiquées, permettent de mesurer et de visualiser tout cela. Encore faudrait-il le faire, et avoir des financements pour pouvoir le faire. Donc la science occidentale, dans ses aspects les plus évolués à l'heure actuelle, non seulement n'est pas contradictoire avec la médecine traditionnelle, mais au contraire rend compte de leur cohérence et de leur efficacité. Donc on a toujours intérêt à prendre en compte ce que disent les Indiens quand ils disent une chose de manière répétée dans une zone géographique très large depuis des temps immémoriaux. C'est parce qu'ils ont raison. Alors après, encore faut-il qu'on puisse le traduire dans notre langage à nous, occidental. Donc ce sont deux langages différents. Comme le cerveau gauche et le cerveau droit ont deux langages différents. Il faut les deux pour que ça marche. Il faut que on fonctionne bien que dans cette intégration. Et nous sommes dans un état dissocié. Le monde occidental stimule le cerveau gauche et les fonctions rationnelles et ne prend pas en compte le cerveau droit. Et on peut dire que les traditions ancestrales ont développé considérablement le cerveau droit, mais ne se sont pas exercées du côté du cerveau gauche. Et ça, c'est ce que peut apporter le monde occidental aux cultures traditionnelles. Donc c'est une fécondation réciproque. Il ne s'agit pas d'idéaliser, de faire l'apologie des sociétés traditionnelles, et puis de faire d'avoir une espèce d'accusation forcenée du monde occidental. En tous les cas, moi, c'est pas comme ça que je me positionne. Je pense que là, il y a vraiment une fécondation mutuelle. C'est un peu difficile parce que le monde occidental est hégémonique, il est prédominant, il a plus de moyens technologiques, financiers, soutenus par un contexte politique, international, etc., qui fait qu'il est écrasant et a tendance à prédominer et à vouloir éliminer, ou en tous les cas, même détruire, dans le cas, les médecines occidentales, les médecines traditionnelles. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des connaissances et des valeurs. Donc, sur des sujets comme la toxicomanie, par exemple, ce qu'on essaie de faire, montrer que dans un endroit où la médecine occidentale est complètement inefficiente, il y a bien d'autres secteurs qu'on pourrait étudier. Toutes les questions de médecine pathologie dégénérative, du cancer, des maladies auto-immunes, où la médecine occidentale est aussi à peu près d'une inefficacité redoutable. Les pathologies mentales en général, les médecines traditionnelles sont d'un apport considérable. Ils ont une connaissance extraordinaire. Donc ma conception des plantes, c'est la conception des Indiens. Enfin, c'est des Indiens, si j'espère ne pas les trahir en tous les cas. Mais il y a un sujet physique qui est la plante. Il y a un sujet énergétique qui est aussi lié à l'individu qui est la plante. Et il y a un être spirituel. L'être spirituel des plantes n'est pas individuel. C'est-à-dire qu'il est collectif. Donc chaque plan d'une plante spécifique n'a pas un esprit propre. C'est l'esprit collectif de la plante. Pour les animaux, c'est la même chose. À la différence des humains, où il y a un esprit individuel, qui est aussi, après, qui a des dimensions aussi collectives. Nous sommes liés à l'humanité. Mais nous avons un esprit propre. Donc c'est une question de différenciation. Donc depuis le minéral jusqu'à
à l'humain, il y a une différenciation qui va augmentant, hein, et qui est plus diffuse dans l'esprit des minéraux, moins dans celle des végétaux, encore moins dans celle des animaux, et puis plus réduite dans celle des humains, hein, sans parler du monde spirituel où c'est encore bien plus spécifique. Mais donc il y a des questions de différenciation. Mais nous avons une communauté structurelle avec toute la création, hein. Donc c'est pour ça que des plantes qui ont un esprit, les plantes très puissantes, enfin celles qui sont considérées comme étant celles qui sont les plantes maîtresses, comme on les appelle, hein, psychoactives, comme l'ayahuasca, comme le peyote, comme l'iboga, etc., ont une communauté structurelle pharmacologique avec l'être humain. Donc les neuromédiateurs du cerveau sont extrêmement proches, similaires, que les principes actifs des plantes visionnaires, plantes psychoactives ou plantes sacrées. Même dans l'ayahuasca, la diméthyltryptamine est exactement la même, c'est même pas similaire, c'est identique dans la plante et chez l'être humain. Donc nous avons à l'intérieur de nous des mécanismes et des substances qui sont aussi psychoactives, qui se manifestent dans les rêves en particulier, qui se manifestent quand on a brutalement des insights, ou les gens dans une situation violente, par exemple, en grand danger, vont voir défiler leur vie en quelques fractions de secondes, ils voient défiler toute leur vie. Là, il y a des productions massives de ces hormones, surtout par la glande pinéale. Donc ce sont des mécanismes qu'on peut activer, ce que font les orientaux avec la méditation, avec les yogis, avec tous leurs exercices. Donc il y a des techniques qui peuvent permettre de développer et de stimuler ces mécanismes et ces fonctions. Alors, vraiment, en occidental, on les a un peu mis de côté. Non seulement ça, mais il y a même une certaine censure, une certaine répression. Parce que bon, si un enfant dit qu'il a vu passer un fantôme, là, on va lui dire, bon, s'il est traumatisé, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas considérer que ça peut être une réalité. Hein. Donc il va y avoir une répression sur ces choses-là, et la personne va avoir tendance à le censurer et finalement à l'oublier, quoi. Donc ma vision des plantes, c'est que ce sont des sujets qui sont proches de l'être humain, certains dans tous les cas, avec lesquels il y a une communauté structurelle au niveau moléculaire, au niveau énergétique et aussi au niveau spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on est identique, ça veut dire qu'il y a aussi des différenciations. Mais nous ne sommes pas étrangers à la création. Nous sommes dans la création, nous sommes partie de la création, nous sommes interpénétrés de toutes parts par la création. Donc le concept individuel de l'individu occidental, qui est un concept intéressant et riche, que la société occidentale surtout a promu finalement, que nous avons un destin propre, une vocation propre, une singularité, ça c'est tout à fait cohérent, mais avec la modernité, nous en sommes arrivés à un extrême de l'individualisme, où nous serions des espèces d'atomes comme ça, séparés de la société humaine, séparés de la création, enfin une espèce d'électrons libres, ce qui est complètement faux. Enfin, quand dans l'expérience clinique montre que c'est complètement... Nous sommes liés verticalement à nos ancêtres parce que nous héritons nos ancêtres, nous sommes liés non seulement biologiquement, mais psychiquement et spirituellement à nos ancêtres. Donc, il est important de regarder la filiation, les questions de filiation. Qu'est-ce qu'on a reçu de nos pères, on va dire, hein, de nos mères, enfin des ancêtres, hein, au niveau physique, au niveau psychique, au niveau spirituel, les filiations religieuses, spirituelles, linguistiques, civilisation, c'est extrêmement important. Nous sommes liés horizontalement avec les gens qui sont autour de nous, ceux qui sont nos contemporains. Donc nous ne sommes pas seuls au monde, nous sommes en lien, et puis non seulement avec les humains, mais aussi avec la nature, avec la... Donc ça permet de, enfin comment dirais-je, de concevoir un sujet qui a, oui, son lieu absolument spécifique, personnel, singulier, unique, mais en lien avec, toujours. Donc la question de la société est fondamentale, les sociétés à laquelle on appartient, notre micro-société, notre famille, et puis notre société culturelle, linguistique, et puis après l'humanité, etc. Nous sommes liés de toutes parts.
Donc ça donne une profondeur de champ par rapport à cette espèce de réductionnisme occidental à des individus qui finalement terminent seuls, puisque on se vit comme étant complètement désinsérés de nos liens, nos déterminismes, comme on dit de manière méprisante, comme il faut se libérer de ces déterminismes. Ouais, c'est pas déterminisme, les liens, c'est ce qui permet de sortir de la folie, justement. La folie, c'est l'absence de lien, précisément. Ça veut dire plus de lien, l'être humain est absolument seul. Desvinculado, comme en espagnol, détaché, délié. Donc il y a des liens fondamentaux. Ces liens, évidemment, doivent être des liens sains. Sinon, ce sont des liens qui attachent et qui empêchent. Mais nous avons besoin du lien. Et le véritable lien qui laisse libre, c'est le lien de l'amour. S'il est authentique. Parce que l'amour attache et en même temps le rend libre. S'il est juste. L'ayahuasca est une préparation centrale dans toute l'Amazonie de manière depuis très longtemps et dans un espace géographique très vaste. Et pour les Occidentaux, il y a une espèce de fascination pour l'ayahuasca parce que c'est une plante visionnaire très puissante. Or, le sujet occidental est très attaché au regard, à la vision. Nous sommes très liés aux écrans de télévision, aux écrans de cinéma, à l'image. Nous sommes dans un monde de l'image. Et donc tout ce qui va concerner l'image nous fascine, quoi. Mais il est important aussi de rappeler que pour les Indiens, pour les groupes ethniques, l'ayahuasca s'inscrit toujours dans un complexe beaucoup plus vaste qui inclut d'autres plantes, d'autres approches, d'autres techniques. Donc l'extraction de l'ayahuasca, comme ça se passe actuellement, pour l'utiliser de manière isolée, sans tout le contexte des autres plantes et des autres approches, disons, de purification, ça peut être aussi des saunas, il y a toutes sortes de choses, des massages, donc ensuite du corpus qui va avec, c'est-à-dire toute la partie rituelle. Comme tout à l'heure, la partie rituelle est fondamentale, c'est ce qui va permettre d'exacerber ou de potentialiser, on va dire, les puissances, les potentialités physiques, moléculaires, mais atomiques, subatomiques, donc psychiques et spirituelles. Or, ce que fait l'occidental, qui a toujours cette tendance à réduire les choses à l'objet, c'est de prendre l'ayahuasca, et voilà. Après, ce que font les Indiens, ça c'est leur culture, c'est pas important, c'est leur croyance. Mais nous, occidentaux, nous n'avons pas besoin de tout ce décorum, nous n'avons pas besoin de tout ça. On fait ça de notre sauce, on sait que c'est des molécules qui travaillent dans le cerveau, point. C'est une erreur fondamentale. C'est un tel mépris des Indiens et de leur expérience. Hein, et on pense qu'on va faire mieux, plus intelligent. Bon, tout le phénomène de l'addiction qui a commencé dans les années 60, et avec les proclamations de Timothy Leary aux États-Unis sur les campus, ce sont des gens des Américains de Harvard qui viennent au Pérou, en Équateur, qui prennent des plantes avec des Indiens, qui découvrent tout d'un coup, se déchirent le voile et découvrent cet univers intérieur, cet univers extérieur, ces autres dimensions de la réalité, qui les fascinent, à juste titre, puisque c'est effectivement tout d'un coup une ouverture extraordinaire. Et ils rentrent aux États-Unis et ils ont là le réflexe occidental malheureux, évidemment, mais ça c'est l'arrogance occidentale de dire bon, ce qui compte en fait, c'est ce qui se passe dans le cerveau, c'est les molécules, parce qu'évidemment les chants du guérisseur, tout ça, les parfums, tout ça, ça fait partie de la culture, on n'a pas besoin de tout ça, nous, n'est-ce pas? On sait que c'est moléculaire. Ce faisant, ça a lancé cette espèce de vague extraordinaire, terrible, de la consommation des drogues dans les années 60. Maintenant, on se retrouve à une autre époque, disons 50 ans après, où se répète le phénomène mais à un autre niveau. C'est-à-dire l'ayahuasca, donc on se réclame d'un chamanisme, de médecine traditionnelle amazonienne ou autre, tout en extrayant du coup l'ayahuasca, mais sans la connaissance spirituelle, rituelle, qui accompagne tout cela, tout le corpus de connaissances qui fait que ça peut être guérisseur, ça peut être ou pas.
Alors le danger ici est moins comme avec les substances précédentes de la drogue avec une destruction physique extrêmement grave, etc. Le danger est surtout spirituel. Et c'est d'autant plus dangereux parce que c'est plus subtil d'une certaine façon. Hein. Et donc il y a une explosion actuellement de l'utilisation de l'ayahuasca partout dans le monde. Probablement, à mon avis, je sais pas, je dirais 90% pour mettre un chiffre quelconque, mais enfin, avec un dévoiement gravissime de ces usages. Parce que pour pouvoir maîtriser ce qui se passe au niveau de la conscience, c'est d'une subtilité, d'une finesse qui est extraordinaire. C'est très complexe. Ça demande beaucoup de temps. Donc, il ne viendra à l'idée de personne de dire je suis allé à l'hôpital, j'ai fait un petit stage d'1 mois, et maintenant je peux faire la neurochirurgie, quoi. Hein, ouais, un grand écart, on disait non. Là, t'en es au BABA, tu ne peux pas prétendre. Eh bien, c'est un peu ça, on fait 2 ou 3, 4 sessions d'ayahuasca, ou 10 même. Et puis voilà, on donne de l'ayahuasca, donc on fait la neurochirurgie, hein, sur la conscience, en n'ayant aucune idée de ce qui est en jeu. Et ça, c'est un désastre, à mon avis, parce que c'est un instrument effectivement très puissant de guérison, mais mal utilisé, c'est un instrument aussi très puissant de perturbation, de distorsion, de folie même, éventuellement. Donc je pense que c'est très dangereux dans ce sens-là. Non pas parce que c'est dangereux sur le plan physique, c'est assez peu dangereux sur l'ayahuasca sur le plan physique. Il faut vraiment y mettre de la bonne volonté pour que les gens, sauf des cas extrêmes, de grandes déficiences physiques, de grandes pathologies psychiques. Mais bon, je crois que des gens qui ont une insuffisance cardiaque avancée ou un diabète décompensé avec insuffisance rénale, c'est pas le genre. Il n'y a pas beaucoup de candidats à aller prendre l'ayahuasca. Hein. Donc c'est pas tellement ça le danger. D'ailleurs, il y a peu finalement par rapport à la quantité de personnes qui consomment de l'ayahuasca, il y a peu de problèmes physiques. Il y en a quelques-uns quand même. Le problème, il est moins à ce niveau-là que le problème de distorsion de la perception du réel et de la perception de ce que c'est que le sens de la vie et du monde spirituel. Donc toutes les traditions spirituelles ont prévu et connaissent de nombreux pièges dans le cheminement spirituel. Il y a des traditions, c'est pour ça qu'il y a dans les traditions, qu'elles soient occidentales, orientales, il y a un maître qui guide, il y a des épreuves, il y a des pas initiatiques, ça prend beaucoup de temps, ça prend des années, c'est exigeant, c'est rigoureux, etc. Enfin bon, c'est pas n'importe quoi. Et ça, quelles que soient les traditions. Or, nous avons encore une fois, comme occidentaux, toujours pressés avec nos structures justement toxicomaniaques, tout de suite et très vite. On passe du fast-food au fast-trip. Hein. Donc le voyage vite fait, bien fait, pour avoir... Donc il va y avoir forcément des effets, puisque ce sont des plantes effectivement qui sont puissantes, mais les usages étant inadéquats très souvent, les phénomènes de révélation ne peuvent pas être intégrés, non, et les gens rentrent dans une fascination. Hein. Donc l'ayahuasca est une substance ou un mélange qui va permettre ici les gens l'appellent la purge, parce que d'abord c'est un effet de purification aussi, de purgation. Mais de se purifier pas simplement au niveau physique, mais de se purifier au niveau psychique. Donc on peut effectivement avec cette plante-là toucher en soi des sentiments, des pensées négatives, la colère, de la haine, de la jalousie, de la tristesse, etc. Et vraiment en prendre conscience dans cet état modifié que suit l'ayahuasca et le vomir, l'éliminer, ou le réparer, ou le pardonner. Donc ça permet vraiment des guérisons importantes dans cette descente dans l'univers intérieur. Et après, dans une deuxième, ou troisième plutôt, physique, psychique et spirituelle aussi, prendre contact, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ce monde spirituel, c'est-à-dire s'ouvrir à la dimension spirituelle, qui ne peut pas être forcée, puisque c'est une dimension transcendante, mais laquelle on peut se mettre à disposition, comme quand dans des traditions spirituelles, on va jeûner par exemple, ou on se met en état de méditation dans une grotte, comme font les bouddhistes, etc., où on se met à disposition, on se met en état de réceptivité pour recevoir ce que le monde spirituel voudra bien nous donner, puisque c'est un monde intelligent, agissant. Voilà. On n'est pas face à des énergies vagues et diffuses, on est face à des êtres spirituels. Ce qui casse aussi beaucoup les schémas. Donc,
et être enseigné par ces dimensions-là. Mais dans ce contact avec le monde spirituel, comme le disent toutes les cosmogonies de tout temps, même notre tradition occidentale, qui est maintenant oubliée, le monde spirituel est habité par des êtres. C'est un monde habité. Bon. Dans cette habitation, dans cet univers non visible immédiatement, ces entités, ces êtres, ces personnes, comme on veut bien les appeler, ne sont pas toutes favorables et positives et bénéfiques. Donc, dans toutes les traditions, c'est pas moi qui l'invente, il suffit de lire tous les livres des civilisations, hein, il y a des anges et des démons, ou des bons esprits, des mauvais esprits, hein, sous des qualificatifs différents. Il y a une reconnaissance d'entités spirituelles qui peuvent être positives, favorables, protectrices, etc. Et d'autres qui sont négatives, destructrices et maléfiques. Comme nous avons dans le monde occidental décrété que tout cela était des connaissances primitives ou moyenâgeuses, que ça n'existait pas, voilà. Donc on a créé dans une espèce de connotation New Age où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il suffit d'avoir des bonnes intentions, tout va bien se passer. On se met dans un danger, parce que le plus grand danger, c'est d'ignorer ce à quoi on va s'affronter. Donc il y a des questions de discernement, parce que les entités négatives ou maléfiques ou démoniaques, sataniques, comme on veut bien les appeler, du monde spirituel, peuvent mettre en danger l'esprit de l'être humain. Évidemment, ça va pas se présenter, ils ne vont pas se présenter de manière sous cet aspect-là. Le premier aspect qui vont se présenter sous la forme de la séduction, et donc on ne les reconnaît pas. Donc il y a un phénomène de séduction dans le monde spirituel, des entités maléfiques, et l'ayahuasca, entre autres, va être un canal éventuellement pour être en contact. Si c'est mal fait, s'il n'y a pas de préparation, s'il n'y a pas le rituel adéquat, etc. Donc si c'est mal fait, on ouvre la porte à n'importe quoi. Et les premiers qui vont se présenter, évidemment, c'est comme ouvrir la porte de sa maison en disant tous ceux qui veulent rentrer, allez-y. Bon, voilà. Les premiers qui vont rentrer, c'est ceux qui veulent te détrousser, de voler. Hein. Voilà. Donc il est nécessaire absolument, et c'est impératif à mon sens, d'être guidé, de prendre son temps et d'accompagner l'ayahuasca avec un ensemble beaucoup plus complexe d'autres plantes, d'autres techniques, d'autres approches, d'un accompagnement psychothérapeutique. On ne peut pas faire l'impasse sur cette dimension-là, physique aussi, sur des changements de vie très précis. C'est un changement profond, spirituel, psychique, qui ne se manifeste pas dans la vie concrète et courante. C'est une illusion, tout simplement. Donc il y a vraiment resitué, et ça c'est une problématique vraiment, je pense, du monde occidental, c'est-à-dire qu'il y a une soif spirituelle très forte chez beaucoup de personnes qui se rendent compte que quand même ça va globalement pas très bien, qu'on est en train de détruire la nature, la création, qu'il y a des tas de problèmes, des maladies, des crises sociales, de la violence, des guerres, etc. Enfin bon, des perspectives assez peu enthousiasmantes, et se dire, ben où est la solution? Donc une quête, et cette quête-là, je pense, elle est positive, elle est légitime, mais c'est ce qui se passe aussi pour les jeunes toxicomanes, c'est des gens qui cherchent à résoudre leurs problèmes par une automédication, ils prennent ce qu'ils ont sous la main, mais c'est mal fait. Et donc la solution est pire, le remède est pire que le problème. Donc je crois il y a vraiment une potentialité extraordinaire thérapeutique dans ces médecines-là et dans l'ayahuasca, à la condition que ce soit fait de manière correcte. Et ça demande du temps, de l'enseignement, de la patience, de l'humilité et de la persévérance. Les guérisseurs disent il faut des années, il faut 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comme un psychanalyste va passer combien d'années avant de pouvoir faire la psychanalyse? Ou combien de neurochirurgien passera combien de temps à étudier avant d'opérer? C'est tout simplement, c'est du simple bon sens. Mais il y a cette fantaisie, puisque c'est très facile de préparer l'ayahuasca, c'est pas très compliqué, c'est comme une recette de cuisine si on veut. Bon, a priori, parce qu'après il y a d'autres dimensions. Quand on prépare l'ayahuasca, c'est pas seulement cuire des plantes, etc. C'est pas seulement moléculaire, il y a des questions énergétiques. Donc les guérisseurs font pas ça n'importe comment, c'est accompagné aussi de techniques, de rituels, de chants, etc., qui ont leur rôle essentiel.
Donc il y a cette mise à l'écart de la dimension rituelle, spirituelle, de tout ce corpus d'enseignement pour extraire l'ayahuasca et s'en servir comme d'un produit de plus sur le marché, le grand marché du spirituel, à mon avis, est dangereuse. Donc il faudrait pouvoir laisser la porte ouverte, mais avec un minimum de régulation et de contrôle. Ni interdire, ça ne sert à rien, et ça ne fonctionne pas, d'autant plus que c'est une médecine extraordinaire, ni permettre que tout cela soit utilisé de manière tellement chaotique à l'heure actuelle, quoi. Bah, je pense que le thérapeute ancestral abordait les questions physiques, mais aussi les questions psycho-affectives, contexte, et aussi existentielles. Bon. Donc, en étudiant la médecine traditionnelle comme médecin, pour moi, c'est simplement récupérer, disons, des dimensions qui ont été oubliées, mais qui existent avant. Donc, la fonction du médecin, du thérapeute, on va dire, peut être une fonction sacerdotale, au sens fort du terme, pas dans le sens de se prendre pour un prêtre, mais dans le sens d'exercer la fonction sacerdotale, qui est une fonction de reliance avec le monde spirituel et le monde du sens. Ça fait même partie vraiment de la fonction thérapeutique. Alors, évidemment, dans le monde occidental, où tout s'est fractionné en hyper-spécialités extrêmement pointues, ça devient difficile. Mais dans la mesure où il y a vraiment un besoin chez les patients, chez les personnes simplement, que soit pris en compte l'ensemble de leurs problématiques, l'ensemble de leur vie, et d'avoir affaire à une approche qui soit plus complémentaire, holistique, qui prenne en compte toutes les dimensions de l'être. Je pense qu'il y a besoin de retrouver le thérapeute au sens fort du terme. Donc, n'ayant pas eu cette formation dans le monde occidental, dans la médecine, à l'université, tout simplement, bon, chacun cherche à sa manière, ma façon à moi, ou les circonstances de la vie aussi, enfin bon, m'ont amené ici. Je pense qu'il y a d'autres voies, c'est pas la seule. L'ayahuasca n'est pas la panacée universelle, c'est un moyen privilégié, important, mais il y en a bien d'autres. Parce que la question clé n'est pas l'ayahuasca ou la technique ou la substance qui est utilisée, c'est le fait d'élargir la conscience, de s'ouvrir à d'autres dimensions de la conscience pour sortir du paradigme limitatif, réducteur, rationaliste, positiviste, occidental, qui actuellement nous enferme, nous étouffe, individuellement et collectivement. Voilà. Donc il y a besoin d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes, il faut qu'on puisse respirer, qu'on retrouve un sens et renouveler. Il ne s'agit pas non plus de revenir à une espèce d'indigénisme passéiste, nostalgique, ou à des époques révolues. Non, il y a quelque chose qui change, mais qui a besoin de se garder la connexion avec la tradition, dans le sens fort du terme. C'est parce que nos ancêtres, tout simplement, ceux qui sont venus au monde avant nous, ont étudié, appris, accumulé. Donc là, évidemment, je suis en porte-à-faux par rapport à une pensée progressiste, enfin, néo-progressiste occidentale, postmoderniste, qui prétend que tout ça, tout le passé est à mettre à la poubelle, et c'est que la technologie qui va nous sauver avec une hyper-technologie. Je pense que là, c'est une impasse, puisque le questionnement n'est pas... On ne peut pas répondre avec des instruments technologiques à des questions psycho-affectives et spirituelles. On peut répondre avec des instruments technologiques aux problèmes physiques, de déplacement, de communication, ok, très bien. Et donc c'est très bien, et ça sert à ça. Mais cette invasion, cette culte, cette idolâtrie de la technologie est encore une fois mortifère, quoi. Ça va contre la vie parce que ça supprime des éléments fondamentaux de la vie. Donc il y a un besoin vraiment de spirituel, dans le sens de trouver le sens, de découvrir le sens de la vie, de notre existence individuelle, de notre existence collective. Et les traditions sont là pour nous nourrir de toute l'expérience de ceux qui sont passés avant nous.
c'est encore une prétention extérieure de penser que les gens, il y a 3000 ans, étaient plus bêtes que nous, et que nous, maintenant qu'on a Internet, on est beaucoup plus intelligents, quoi. Enfin, c'est une pensée tellement infantile que c'est surprenant de voir des gens brillants. Donc ça, il y a une idéologie progressiste qui est, à mon avis, perverse et est extrêmement toxique. Donc quelque chose à trouver entre un attachement passé qui serait purement, comme je dis, nostalgique, qui rejetterait toute la modernité, enfin, tout ce que peut apporter la modernité, et puis, au contraire, à l'opposé, une espèce d'adulation, d'un futurisme purement technologique qui va résoudre tous les problèmes. Je pense qu'entre ces deux positions, il y a quelque chose un chemin moyen à trouver, où il y a encore une fois une fécondation de ces deux choses-là. Les instruments de la technologie sont au service d'eux. Voilà, au service de quoi, donc il faut définir qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut, comme individu, comme société, et comme humanité maintenant. Donc dans ce contexte-là, je pense qu'il y a un besoin fondamental, à mon avis, qui est le besoin mystique. Alors quand je dis mystique, il faut comprendre ce que ça veut dire dans ma bouche. C'est pas du tout que nous serions tous des Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou, enfin bon, voilà, comme si la mystique, des êtres mystiques extraordinaires qui existent un peu partout, il y en a, bon, mais il y a une nécessité de démocratiser la mystique dans le sens où il y a une reliance directe, un vécu direct de connexion avec le monde spirituel qui est possible, qui n'exclut pas, par ailleurs, la médiation des religions ou des filiations spirituelles. Mais une fois encore, dans les extrêmes, c'est-à-dire soit l'enfermement dans des structures institutionnelles qui, au lieu d'aider souvent à l'accès au spirituel, le renferment et suspectent immédiatement tout vécu mystique d'être quelque chose de dangereux et de mauvais et de maléfique et à refuser. Bon, ça c'est un peu, je crois, la dégénérescence des institutions religieuses. Et l'autre côté, la prétention New Age, malheureusement, enfin je l'appelle comme ça pour résumer, où chacun a sa propre vérité, chacun aurait le téléphone rouge direct avec le patron en haut. Enfin voilà, on n'a plus besoin de personne, pas de médiation, moi je. Donc cette espèce non plus de connaissance de soi, mais d'une espèce d'inflation de l'ego considérable, qui est proche de la folie. Voilà, alors entre ces deux extrêmes, on a besoin de retrouver encore une fois une fécondation réciproque. Les états modifiés de conscience, qui peuvent être induits par les plantes, mais peuvent être induits de bien des façons. Dans toutes les traditions, il y a eu des méthodes, des techniques d'hypo ou d'hyperstimulation sensorielle. Les jeûnes, l'isolement, la déprivation sensorielle, ou au contraire la saturation sensorielle par des musiques, par des rythmes, par la danse. Toutes ces techniques-là amènent à s'ouvrir à une dimension transpersonnelle. Encore une fois, si c'est bien guidé, si c'est bien conduit, il y a possibilité là de vivre une expérience mystique, c'est-à-dire vraiment d'avoir une relation avec ce monde spirituel, une relation directe, personnelle, effective, qui nous touche dans notre être profond, dans nos tripes. Alors à partir de là, on peut construire une spiritualité, parce que c'est à partir d'un vécu, et non pas d'une idéologie, d'une pensée, de concepts. Donc je crois qu'il y a besoin de recréer des espaces où les personnes puissent vraiment toucher cela, vivre cela, mais de manière, encore une fois, correcte, guidée, etc. Et donc la mystique, c'est ça, c'est une possibilité d'avoir, évidemment pas de manière permanente et constante, mais d'avoir vraiment une relation d'être avec le monde invisible, le monde spirituel. Et que cette relation est une relation dans les deux sens, c'est pas nous simplement qui sommes... Il y a quelqu'un en face, si j'ose dire, hein, qui va parler, qui va s'exprimer, qui nous guide, qui nous conduit, qui nous aime, etc. Donc c'est une relation. Et cette relation s'inscrit non pas dans un moi avec moi et toi, mais aussi dans une communauté, dans une humanité, dans un groupe social, dans une famille.
Donc recréer vraiment des espaces mystiques dans ce sens-là, dans le sens de pouvoir expérimenter que moi, petit bonhomme occidental, j'ai aussi ce contact-là, j'ai aussi ce lien, ça existe en moi. Et ça donne une vitalité extraordinaire. Ça réveille tout l'espoir, l'espérance, ça ouvre considérablement. Ah ben j'ai un chemin, j'ai une vie, j'ai un destin, j'ai des potentialités. Alors allons-y, il y a l'aventure de la vie qui du coup prend sens, la souffrance prend sens, les difficultés prennent sens. Et donc on peut les porter. Parce qu'on ne sait pas forcément les supporter, mais les porter. Et après, à partir ou avec cette expérience personnelle, intime, unique, singulière, l'inscrire dans un contexte social, dans une collectivité. C'est là qu'interviennent les religions ou les filiations spirituelles qui ont mis en place depuis des millénaires, avec l'expérience, des médiations. Ça passe par la médiation de l'autre. Donc l'amour ou la compassion, forcément c'est dans une relation. Ça s'exprime dans un lien avec. Donc équilibré pour que les structures, la partie structurelle, organisationnelle, médiatrice, puisse aussi laisser des espaces pour le contact personnel, intime, singulier, mystique, et vice-versa. Donc il y a cette tendance à rejeter l'institutionnalité, les églises, etc. Bon, c'est du passé, ça doit détruire. Ça ouvre la porte à des auto-explorations non guidées, avec une explosion actuellement de gourous de toutes sortes, de toutes les couleurs et de tout poil, qui ont tous leur vérité, Donc est-ce qu'il y a une vérité? Et s'il y en a une, elle est une. Donc c'est pas un monde de fou à ce moment-là, puisque chacun va faire simplement ce qui lui passe par l'esprit, par la tête ou par les tripes, et se livrer à ses passions, à ses... Donc il y a toujours cette tension chez l'être humain entre ces extrêmes, et il faut trouver ce chemin moyen. C'est ma façon de le voir. Dans ce sens-là, les médecines traditionnelles nous apportent quelque chose d'extraordinaire, qui est la reconnexion avec notre corps, avec l'incarnation. Que le monde spirituel n'est pas quelque chose d'évanescent chrétienne, qui a eu tendance à s'adapter ou à se modeler plus ou moins avec la pensée occidentale, moderne, et donc se rationaliser, se mentaliser, au point de se transformer parfois simplement en une espèce d'idéologie religieuse, ou de guide de bonne conduite, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, voilà. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de la redécouverte vraiment du vécu intime, et je pense que l'ayahuasca, entre autres, avec tout le corpus qui est un des moyens, est une des passerelles qui permet aux personnes de vivre cela, de recontacter cela. Et à partir de là, après cheminer. Il ne s'agit pas non plus de prendre l'ayahuasca tout le temps et de manière constante. Après, il faut intégrer ces expériences. Donc, instrument important, instrument fondamental, véhicule extraordinaire, oui, à condition que ce soit bien fait. Et après, intégrer, appliquer. Je dis, ma façon de dire, c'est que l'ayahuasca, c'est comme un écriteau qui dit, pour toi, le chemin, c'est par là. Puis après, c'est à toi de cheminer. Ça ne va pas faire le travail, ça ne fait pas le travail à ta place. Donc après, il faut incarner les choses dans le quotidien, où on est, dans sa vie, quel que soit l'endroit, quelle que soit la profession, etc. Mettre en place les choses. Sinon, ça reste simplement, encore une fois, aller au cinéma, voir un beau film, on a vu des tas de belles choses, etc. Puis après, quoi. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la clinique, de l'efficacité clinique, c'est peut-être ma partie médecin qui parle, de voir vraiment à quoi ça conduit, vraiment ce que ça change la vie. Est-ce que ça nous change vraiment? Est-ce que ça nous permet de nous rapprocher de nous-mêmes? Et d'avoir dans le quotidien vraiment quelque chose qui se renouvelle, qui s'enrichit, qui nous revitalise. Bon, la médecine traditionnelle amazonienne,
en ce qui concerne la santé mentale, peuvent nous apporter la dimension de l'inscription somatique des problèmes psychiques. L'inscription somatique, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur le corps pour résoudre des problèmes psychiques. Même si la personne ne comprend pas, même si la personne ne sait pas ce qu'on est en train de faire. C'est un peu comme le garagiste qui ouvre le capot, il met la main dans le moteur, il referme. Toi, tu es le chauffeur, tu n'as rien vu, mais ça marche. Donc la notion un peu freudienne, qui imprègne quand même qu'il faut absolument prendre conscience des choses, sinon on ne peut pas guérir, ça ce n'est pas cohérent avec l'observation clinique et les médecines traditionnelles. C'est-à-dire que le thérapeute peut intervenir, de par la communauté structurelle, peut intervenir chez le sujet qui accepte et qui s'ouvre à ça, pour aller réparer, si j'ose dire, des parties de lui-même qui sont abîmées, sans que le sujet lui-même n'ait conscience effectivement de ce qui se passe. Donc on peut prendre sur soi, le thérapeute peut prendre sur lui des choses, des problématiques et des charges ou qui appartiennent au patient. Donc ça ouvre complètement un champ considérable. Parce qu'on sait bien qu'un certain nombre de personnes, cognitivement, n'ont pas la capacité symbolique d'aller faire des explorations d'eux-mêmes, et que ça ne va pas passer par la compréhension intellectuelle, émotionnelle. Ça, c'est la partie de l'incarnation qui me paraît très importante. Ensuite, la partie spirituelle, c'est-à-dire que toute pathologie a un sens et s'inscrit dans une histoire individuelle, mais familiale, collective. C'est-à-dire qu'il y a un sens de ces choses-là. Et donc, un certain nombre de problématiques de pathologie, on va dire, en fait, on leur racine non pas dans la biographie du sujet, mais dans ce qui était hérité dans le transgénérationnel. Et pas simplement sur une transmission, disons, psychologique, mais sur une transmission spirituelle. Donc, quand on introduit cette notion-là et qu'on peut, c'est comment faire, parce qu'il y a aussi des manières de faire, des techniques, des approches, pour aller résoudre des problèmes qui sont chez le patient, qu'il porte en lui, mais qui ne lui appartiennent pas en propre, ils lui appartiennent comme héritage. Il est venu avec, dans ses bagages, mais ce n'est pas son essence, ce n'est pas son être propre. Donc on peut comprendre à ce moment-là un certain nombre de problématiques dans l'enfance, par exemple, qui sont inexplicables au vu de la biographie de cet enfant, qui n'a pas été violé, traumatisé, il n'y a rien eu apparemment de spectaculaire, et pourtant il y a des problématiques très profondes qu'on ne s'explique pas. Et là, il y a des questions de transmission d'entités spirituelles. Ah mais non, ça c'est quelque chose qui échappe totalement actuellement à la pensée psychiatrique, de santé mentale. Donc un certain nombre de problématiques dissociatives chez les individus sont le fait d'une habitation, d'un parasitage, d'une infestation par des entités spirituelles. Donc la personne perçoit qu'elle est double en quelque sorte, mais cette partie-là, c'est pas elle. Donc il y a un travail de discernement, et on peut effectivement extraire, en quelque sorte, exorciser, expurguer cette entité, encore faut-il savoir le faire, et puis réparer la blessure qui permet cette prise, qui permet cet attage. Donc il y a un travail de psychothérapie sur les blessures d'amour, etc. Et en même temps un travail spirituel d'exorcisme, d'expurgation. Alors ça c'est quelque chose de tout à fait, qui est pratiquement pas connu, ni des psychiatres, ni des prêtres ou des religieux qui font travail d'exorcisme, etc., de libération, qui souvent n'ont pas la formation. Donc là encore une fois, il y a une passerelle à faire, il faut sortir des cloisonnements pour que des deux côtés, les spécialistes des deux côtés puissent trouver un dialogue. Et ça, on peut le faire et on peut le démontrer, c'est ce que on essaie de faire ici, dans la pratique clinique, que ça fonctionne et que ça marche. Ça peut s'expérimenter. Donc, c'est sortir du cloisonnement. Les problèmes psychologiques sont des problèmes uniquement psychiques, relationnels, affectifs. Oui, bien sûr, tout ça existe, c'est évident. Mais il y a aussi un soubassement corporel, somatique, et une transcendance, si j'ose dire, qui est d'ordre spirituel. Donc, s'ouvrir à ces deux dimensions. Ça, c'est quelque chose que peuvent nous apporter les médecines traditionnelles par leur expertise dans ces domaines-là. Et ouvrir, en fait, que les états modifiés de conscience permettent justement de sortir de cette frange, de ce spectre du psy, on va dire, pour s'ouvrir à d'autres dimensions
spirituelle et somatique profonde. Ils ont une grande expérience, une grande maîtrise de ces choses-là, mais bon, ça demande beaucoup de temps pour l'apprendre, ça demande de la patience. Ouais. Bien, à mon sens, dans la crise on peut dire de civilisation de l'époque actuelle, je pense que vraiment, enfin, il me semble que la priorité est que des individus se transforment eux-mêmes. Voilà. Je pense vraiment que un être humain qui vraiment fait un travail profond sur lui-même, s'engage dans cette connaissance de lui-même, dans le combat que ça suppose, dans l'aventure intérieure que ça suppose, peut changer beaucoup plus de choses qu'une masse de gens peut former. Je pense qu'un Gandhi, un Nelson Mandela ou une Mère Teresa ou des gens comme ça ont fait plus pour l'humanité que bien d'autres personnes, simplement, si je puis dire ça comme ça, sur la base de leur propre combat intérieur, de leur propre vécu personnel, où ils se sont sacrifiés, ils se sont complètement remis, assumer pleinement un destin, une vocation, voilà. Donc je pense que nous avons besoin de guides, nous avons besoin de maîtres, nous avons besoin de personnes qui s'engagent, qui osent s'engager à fond. Hein. Et on peut voir que ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont maintenu le lien avec leur tradition, tout en assumant des combats tout à fait contemporains et modernes et de leur époque, de leur propre circonstances, très différents les uns des autres. Et donc je pense beaucoup plus qu'il faut rechercher la qualité que la quantité. Que la quantité n'apporte pas forcément la qualité. Mais la qualité, oui, apportera forcément la quantité. Donc pour pouvoir agir à un niveau, aider, contribuer à un changement, à cet élargissement vers un nouveau paradigme qui est nécessaire, ça doit passer par des gens qui commencent par incarner ce paradigme en eux-mêmes. Et qui servent de modèle, de guide, d'exemple. Plus qu'autre chose. Donc je crois assez peu, enfin je pense que oui, il y a des choses à faire au niveau collectif, les grandes campagnes, etc. Bon. Mais au bout du compte, si les personnes ne se transforment pas elles-mêmes, ça ne changera pas beaucoup. Donc ça passe par je pense à des êtres qui sont des êtres qui fécondent, des leaders, des exemples, des maîtres, des guides. Voilà, alors c'est une invitation à ce que chacun puisse, dans son lieu, dans son contexte, se risquer, quoi, cette aventure, quoi, de se découvrir soi-même, de toujours maintenir ses idéaux les plus profonds, ses valeurs les plus profondes, ne jamais céder là-dessus. Et après, il faut l'humilité, parce que c'est pas facile, et on se trompe souvent, la patience, que c'est long, et la confiance, en sachant qu'on n'est pas seul, qu'il y a quelque chose d'autre, de transcendant qui nous guide. Donc l'humilité, la patience et la confiance, les trois armes fondamentales pour pouvoir avancer, quoi, pour pouvoir contribuer, participer de cette nouveauté nécessaire. Il y a une fracturation des paradigmes contemporains qui est à bout de souffle, et il y a besoin de personnes qui les incarnent vraiment, concrètement, aujourd'hui. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Là-haut j'ai trouvé la tristesse, j'ai trouvé aussi l'allégresse, couleur de ciel, couleur de pluie, la joie et force sont tout en lui. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Pour la noirceur de toute peine, j'ai trouvé aussi
aussi le soleil. Là où j'ai trouvé la colère, j'ai trouvé aussi le pardon. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai